Oui, nous considérons que le président Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. En tout cas, nous l'avons appris à nos dépens. Nous étions responsables syndicaux quand il était Premier ministre. Nous l'avons rencontré à la veille de l'élection présidentielle de 2007, où il était tout-puissant Premier ministre, doublé de directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade. Euh, Notre rencontre avec lui et les propos qu'il avait tenus à l'endroit des enseignants que nous représentions est resté en travers la gorge. Ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de consensus. Il est plutôt un homme qui tient à imposer sa volonté à tout le monde qui l'entoure. Euh, Lorsque, il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2015, il avait parlé de dialogue national. Je crois que c'était à la date du 28 mai, que ça allait être institué donc comme étant une date de dialogue national et que chaque année les gens allaient pouvoir le faire. D'abord, ce dialogue qui a été donc un gros tintamarre qui n'a rien produit, sauf le deal prétendu avec la libération de, ou bien enfin, avec l'exode de Karim Wade, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de résultat que les Sénégalais pourraient mettre sur la table aujourd'hui. Si dans cette perspective-là, il va dans le sens d'appeler à un dialogue, nous considérons qu'en réalité, c'est une façon encore de non seulement conforter son pouvoir, mais également de légitimer son élection déclarée par le Conseil constitutionnel. Et à partir de ce moment-là, quand il appelle au dialogue en tant que président de la République, sachant que d'une manière ou d'une autre, euh, des franges importantes de l'opposition vont venir lui répondre, ça permet de justifier et de rassurer les partenaires du Sénégal que véritablement il est le président à la fois légitime et légal à l'issue de l'élection présidentielle. Mais toujours est-il que nous considérons que s'il appelle à des concertations avec les alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élaboration de TDR, nous osons espérer simplement que ça doit être sous forme de propositions faites aux autres parties prenantes du dialogue, qui, elles également, auront la latitude d'apporter des amendements par rapport au TDR. Mais si ce qui est ressorti, en tout cas dans la presse aujourd'hui, pour dire qu'il y a une proposition d'élaboration de TDR qui seront proposées pour le dialogue national, nous considérons également que c'est une façon de mettre les gens devant le fait accompli et ça risquerait de pousser les autres à se braquer et de ne pas aller vers un dialogue sincère. Nous avons entendu souvent ces partisans parler d'espaces de dialogue qui sont aménagés en évoquant le Conseil économique, social et environnemental, en évoquant l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas que les gens mélangent les torchons et les serviettes. Parce qu'il y a un dialogue institutionnel. Ce dialogue institutionnel, c'est ce qui se passe dans les institutions telles que le Parlement, à travers l'Assemblée nationale ou à travers le Conseil économique, social et environnemental. Mais il y a un dialogue politique. Il y a un dialogue politique. Ce dialogue politique, c'est entre les acteurs de la vie politique. Tous les acteurs de la vie politique ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc les débats qui se font au niveau de l'Assemblée nationale, et quel débat encore, parce que les Sénégalais aujourd'hui commencent à en avoir assez de ce qui se passe, de ce spectacle que nous offre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça qui correspond au dialogue politique. Quand aujourd'hui on doit normalement évaluer l'élection présidentielle du 24 février 2019, mais ça, ce n'est pas à l'Assemblée nationale que l'évaluation doit se faire. Il y a d'autres espaces qui doivent être aménagés pour engager le dialogue politique. Quand on parle de dialogue national, on considère qu'au-delà des acteurs politiques, les autres acteurs également, notamment la société civile, les organisations de travailleurs et toutes les autres associations qui regroupent les forces vives de la nation, doivent pouvoir participer à ce dialogue national-là. Donc à partir de ce moment-là, ce dialogue, il est permanent. Et aujourd'hui, le Sénégal en a besoin à plus d'un titre. Parce que c'est vrai que dans les pays qui nous entourent, règne une situation qu'on ne souhaite pas pour le Sénégal.
ce qui peut aujourd'hui aller dans le sens de renforcer l'unité nationale, ce sont des espaces de dialogue que les gens doivent aménager. Donc, nous considérons que les partisans du président de la République doivent savoir raison garder, ne pas jouer un peu au faucon, mais plutôt amener le président de la République à discuter, ou en tout cas son parti ou sa coalition, à discuter avec l'ensemble des acteurs de ce pays-là pour aller dans le sens de bâtir des consensus forts. Enfin, la réaction du président de la République pourrait surprendre les Sénégalais, mais pas moi, pour plusieurs raisons. D'abord, le contexte. Le contexte, c'est que nous avons appris en syndicalisme que le syndicalisme ne tend pas la main. Parce que si vous tendez la main, vous recevez un coup de bâton ou un coup de matraque. Et c'est cela qui a été fait. On ne peut pas être dans un contexte aussi stable et aussi reluisant pour aller au palais de la République, parce que c'est la fête du 1er mai, parce que c'est la présentation de cahier de doléances et solliciter une augmentation de salaire. Le contexte ne s'y prêtait pas. Le syndicalisme, c'est un rapport de force. Évidemment, un rapport de force ne veut pas dire qu'il faut aller en grève, mais il faut maintenir une tension permanente pour que l'interlocuteur sache en réalité qu'il y a matière à discuter, qu'il y a matière à faire des concessions. Mais quand vous lui donnez carte blanche, vous lui dégagez tout un boulevard. Il a suffi d'une déclaration pour que tout le monde range les armes en disant que oui, il y a une élection présidentielle, il ne faut pas que les gens... Mais quand vous rangez vos préoccupations et vos revendications sous le boisseau, lui, fort de sa réélection, se disant qu'il n'a plus de pression à subir parce qu'il ne cherche pas un nouveau mandat, mais c'est compréhensible qu'il se comporte de cette manière-là. Alors, cela doit amener les responsables syndicaux à se regarder dans la glace. Parce qu'ici se pose la question de leur respectabilité et la question de leur crédibilité. La preuve, ce sont les Sénégalais qui sont offusqués au lendemain du 1er mai. Mais ceux qui étaient là-bas, on ne les a pas entendus. Pourquoi? Ils doivent l'expliquer aux travailleurs et aux Sénégalais. Si le président de la République a la position confortable d'avoir le dernier à prendre la parole, mais au sortir de cette rencontre-là, on n'a pas vu de réaction de ceux qui prétendaient parler et agir au nom des travailleurs. Pourquoi? Deuxièmement, cela veut dire aussi que ceux qui étaient en tout cas devant le président de la République n'inspirent plus la crainte de l'autorité pour les revendications qu'ils portent et pour les corporations qu'ils sont en train de défendre. Maintenant, du côté du pouvoir public, vous savez, les ressources humaines doivent être gérées humainement. Aujourd'hui, on parle de la gestion humaine des ressources, pas de la gestion des ressources humaines. Vous ne pouvez pas avoir un langage aussi inélégant à l'endroit de ceux qui produisent la croissance dans ce pays-là. Si les gens demandent un meilleur traitement salarial, alors que c'est le pouvoir lui-même qui avait demandé aux travailleurs, notamment aux syndicats d'enseignants que j'ai eu à diriger en 2014, de surseoir à la revendication sur le salaire, parce qu'ils comptaient commanditer une étude sur le système de rémunération, parce que conscient de l'inéquité qui frappait le traitement salarial des agents de la fonction publique. Donc, non content de se dédire sur cette promesse-là, on ne peut pas avoir un langage aussi inélégant à l'endroit de ceux qui produisent la croissance dans ce pays-là. Si vous êtes capable de brandir toutes les forces pour tenir les gens en respect, mais dans leur lieu de travail, vous ne pouvez pas les obliger à être motivés à produire. Si, parce que nous l'avons expérimenté, quand les gens avaient décidé de couper sauvagement les salaires parce que les gens sont allés en grève, ou menacer de radier plus de 15 000 enseignants au Sénégal, nous avons dit, nous pouvons rester dans notre lieu de travail et faire semblant de travailler. Les enseignants ont expérimenté la présence négative et ça a produit ses fruits.
Donc, quand vous démotivez ou démoralisez le personnel travailleur dans votre pays, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence sur la croissance, pendant que vous parlez de croissance et d'émergence. Donc, nous pensons que ce n'était pas le langage qu'il fallait tenir, surtout venant d'un président de la République. Euh, les raisons peuvent être là, si elles sont justifiées, mais nous considérons que les raisons ne sont pas justifiées. Parce que le train de vie de l'État, sur le train de vie de l'État, rien n'a changé. Si ils sont sincères, et nous avons plusieurs fois eu à demander cela, ils n'ont qu'à nous présenter le tableau des opérations financières de l'État du Sénégal pour nous convaincre que ce n'est pas possible d'augmenter les salaires. Or, il est bien possible d'augmenter les salaires. Parce que ce qui fait gonfler justement la masse salariale, ce ne sont pas les salaires des travailleurs, c'est le train de vie de l'État. C'est le train de vie de l'État. Donc, ce train de vie de l'État-là, s'il n'est pas réduit, ce n'est pas aux enseignants ou aux travailleurs de façon générale qu'il faut demander de serrer la ceinture parce qu'il n'est pas possible de le faire. Or, tous les signaux montrent en réalité qu'on va vers la flambée des prix des denrées de première nécessité, dont justement l'essence. Mais vous savez, si aujourd'hui la France est secouée par le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est des contraintes objectives. Nous, on peut avoir un, un temps de latence. Ce temps de latence a permis au Sénégal de gérer la phase préélectorale et la phase électorale de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Mais maintenant, on va se réveiller en faisant face à la dure réalité des choses. Lui-même ne l'a pas caché. Quand il dit aux Sénégalais que depuis 7 ans, on a essayé de stabiliser les prix du carburant, c'est pour leur dire, attendez-vous à ce que cela ne puisse pas continuer. Parce qu'il va venir. Lui, en tout cas, va venir parce que c'est lui qui est en train de gérer le pays. Et quand le prix de l'essence va augmenter, mais c'est toutes les autres denrées. Ça va faire un effet d'entraînement. Si pendant ce temps-là, le gourgourou, parce qu'au Sénégal, le gourgourou, ce n'est rien d'autre que le salarié. C'est lui le gourgourou, ce n'est pas ceux qui se débrouillent tous les jours. Donc le gourgourou, c'est le salarié. Il sait exactement ce qu'il va avoir à la fin du mois, et c'est sur cette base-là qu'il doit organiser ses dépenses vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de lui-même, et préparer son avenir. Si aujourd'hui il a du mal à joindre les deux bouts, quand il y aura flambée des prix, mais il va vivre plus que le plan d'ajustement structurel qu'Abdoulaye a eu à gérer ici. Donc il y a tout à craindre qu'on va vers ça. Et d'ailleurs, sa réaction colérique renseigne à souhait que face à ce qu'il entrevoit, il ne faut pas aujourd'hui faire de la place à des revendications. Or, jusqu'à aujourd'hui, les revendications ne sont que des revendications de restitution. Parce qu'avec Macky Sall, les travailleurs n'ont pas obtenu de nouveaux acquis. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de revendications nouvelles. Il n'y a que des revendications de respect des accords. Et d'ailleurs, c'est le reproche que je fais à mes camarades enseignants qui ont accepté une augmentation de 40 000 francs sur l'indemnité de logement étalée sur 3 ans. Ça, c'est en violation du protocole d'accord du 17 février 2014. Ils n'auraient jamais dû accepter, à la place de la révision du régime indemnitaire, du système indemnitaire pour les enseignants, que le gouvernement se contente d'augmenter 40 000 sur 3 ans. Ça, ils n'auraient jamais dû accepter. Dès lors qu'ils l'ont fait sur la base d'un protocole d'accord, ça veut dire qu'en même temps, ils ont décidé de signer le certificat de mort du protocole d'accord du 7 février 2014. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je ne vois pas quel stratagème ils peuvent mettre en place pour demander à ce que le gouvernement revienne sur les accords de 2014 parce qu'ils ont signé un nouvel accord en 2017. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on était sur une bonne lancée. La preuve, c'est que dès que les syndicats de l'enseignement ont suspendu leur mot d'ordre, le gouvernement est allé dans le sens d'octroyer une nouvelle indemnité aux médecins et aux pharmaciens qui est sans commune mesure avec les 40 000 francs qui ont été accordés aux enseignants sur 3 ans.
Oui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, les syndicalistes ne peuvent s'en prendre qu'à eux. Ça, c'est mon sentiment. Et j'y crois. Parce que, vous savez, tant que cette tension permanente-là n'est pas de mise dans l'action syndicale, vous ne pouvez rien entreprendre et gagner. Parce qu'il est difficile de remobiliser des troupes qui ont été démobilisées pour diverses raisons. Dans le fonctionnement des syndicats, que ce soit les syndicats de branche, que ce soit les centrales syndicales, la démocratie interne fait défaut. À part quelques rares syndicats où on a la limitation des mandats, bon Dieu, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes personnes qu'on a connues depuis plusieurs décennies maintenant, qui font face à tous les régimes, qui ont fait face à Macky Sall quand il était dans l'opposition, qui ont fait face à Macky Sall quand il était ministre dans le gouvernement de Ouad, qui ont fait face à Macky Sall quand il était Premier ministre, qui ont fait face à Macky Sall quand il est retourné dans l'opposition, qui ont fait face à Macky Sall pendant les 7 années de son premier mandat. Lui, après 7 ans, il a remis son mandat en jeu. Les autres refusent de remettre le mandat en jeu. Et ils veulent qu'en faisant face à Macky Sall, il les respecte. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imposer aux acteurs politiques la démocratie et nous vouloir nous soustraire de cette exigence. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le niveau de désyndicalisation des travailleurs qui est inquiétant dans ce pays. Aujourd'hui, normalement, le dernier rempart doit être le mouvement syndical. Parce que Macky Sall l'a dit, il l'a annoncé et il a réussi. Il a réduit l'opposition à sa plus simple expression. Les syndicats devaient constituer le dernier rempart dans ce pays-là pour ne pas laisser le peuple à lui-même. Mais déjà dans le secteur où je suis, on a vu ces dernières années, ce sont des collectifs qui se créent ça et là et qui prennent en charge leurs propres préoccupations alors qu'ils sont membres de syndicats. Et de plus en plus, les gens sont en train de quitter les syndicats. Mais si on arrive à ce niveau de désyndicalisation, comment voudrez-vous que les syndicats puissent arriver à faire reculer un gouvernement? Ce n'est pas possible. Et Macky Sall en est conscient. Et d'ailleurs, le ton qu'il a emprunté face aux syndicats donne à croire qu'il est conscient que ces gens-là sont incapables de faire quelque chose contre lui ou contre son régime. Et la preuve, c'est que il a été conforté dans cette position-là, parce que depuis lors, aucune réaction sérieuse de la part des syndicalistes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a de quoi quand même craindre pour l'avenir de ce pays. Macky Sall croit à une seule chose, c'est le despotisme, c'est le totalitarisme, c'est la dictature. Et quand il n'y a pas de force pour faire face à cela, ni dans la politique, ni dans les syndicats, alors je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est prier pour que Dieu puisse l'inspirer de la meilleure des manières possibles pour ne pas conduire ce pays vers l'abîme. C'est moi qui vous remercie.